On revient sur ce drame, le choc après la mort d'un gendarme dans les Alpes-Maritimes. Hier soir, il a été percuté par un conducteur à la suite d'un refus d'obtempérer. C'était à la sortie de l'autoroute A8 du côté de Mougins. Le suspect a été finalement arrêté dans la nuit du côté de Cannes. Bonjour Bruno Bartocchetti. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous en tout cas d'être présent avec nous pour revenir sur ce drame. Vous êtes le responsable de la zone sud du syndicat de police Unité. Avant d'évoquer le profil du suspect et puis les circonstances de ce drame, j'imagine que vos pensées vont d'abord vers ce gendarme et ses proches et que l'émotion est très grande au sein des forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes ou les policiers. Complètement, évidemment, on connaît le travail de nos amis gendarmes et bien sûr des policiers. On sait que tout peut arriver à tout moment et lorsque un tel drame arrive, c'est beaucoup d'émotions d'un orage. J'imagine dans quel état psychologique doivent se trouver ses collègues proches qui étaient avec lui sur le lieu de cet homicide. Je pense bien sûr à ses enfants, 12 et 16 ans, à sa femme. C'est affreux. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Ça, c'est la première. Et la deuxième émotion, c'est la colère, bien évidemment, comme vous en doutez, à l'endroit de ce chauffard et de tous ces chauffards qui ne sont pas dans des refus d'obtempérer, qui sont tout simplement des criminels. Quand on force un barrage, eh bien, c'est qu'on est capable de tuer parce que la voiture devient une arme par destination. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est 25 000 refus d'obtempérer en France tous les ans. C'est insupportable. On doit requalifier ces refus d'obtempérer, ne plus parler de refus d'obtempérer, mais d'homicide, tentative d'homicide volontaire. Et ça s'est traduit par la mort d'un gendarme hier, dans les circonstances qu'on connaît. On va revenir là-dessus sur cette question du refus d'obtempérer et de comment le punir. Est-ce que la législation aujourd'hui est suffisamment dure? Précisons un petit peu le profil du suspect qui a été arrêté du côté de Cannes. C'est un Cap-Verdien de 39 ans, je crois, qui est en situation régulière en France. Son profil, il interroge, Bruno Bartocchetti. Il interroge parce qu'il était déjà connu pour de nombreux faits de délit routier, de refus d'obtempérer. Et puis, on l'a appris également il y a quelques minutes, il a été contrôlé positif à l'alcool. J'imagine que ça vous met en colère. C'est un véritable scandale que cet individu-là ait pu rouler hier. C'est plus qu'un scandale, oui, bien sûr, c'est insoutenable. Comment aujourd'hui un tel individu puisse évoluer avec sa voiture alors qu'il est connu pour des violences, il est connu pour des refus d'obtempérer. Alors bien sûr, on ne peut pas retirer un permis à vie, mais comment est-ce possible aujourd'hui que les sanctions ne l'ont pas dissuadé? Tout simplement parce qu'elles étaient pas assez hautes. Voilà, tout simplement parce qu'un refus d'obtempérer, c'est 2 ans maximum. Non, un refus d'obtempérer, ça doit être requalifié, on doit y revenir dessus. Et c'est vrai que nous sommes très en colère si on lui avait fait comprendre avec une sanction plus lourde qu'il n'avait pas à circuler alcoolisé ou s'il n'avait pas à foncer sur des policiers ou des gendarmes lors d'un contrôle, eh bien, on n'en serait pas là. Et malheureusement, la sanction, il faut qu'elle soit aussi dissuasive. Bien sûr qu'il doit y avoir une sanction. Elle a été augmentée, cette sanction, c'est important de le préciser, pour un refus d'obtempérer. Je parle d'un refus d'obtempérer simple. On est passé de 3 mois à 2 ans de prison. On a eu quand même une certaine prise de conscience tout de même de la part des autorités, non? Vous voyez, vous me dites que vous me parlez, ne m'en veuillez pas, je vous reprends, des refus d'obtempérer simples. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire un refus d'obtempérer simple. Moi, je dis qu'un refus d'obtempérer, c'est mettre la vie des gens en péril, des policiers, des gendarmes et des passants. Et bien sûr qu'il y a peut-être une prise de conscience de la part des autorités, mais il va falloir aller plus loin. En 15 ans, vous avez 2,5 fois plus de refus d'obtempérer qui sont, pour moi, des homicides, tentatives d'homicide volontaire. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. La sanction doit être beaucoup plus lourde. Il doit y avoir un autre travail là-dessus. Puis en France, aujourd'hui, c'est le policier qui a une pression juridique sur les épaules et qui viennent travailler avec la pression, et puis les criminels ne l'ont pas, cette pression. On a quand même un problème. Alors là, on parle de ces violences, de ces criminels de la route, mais c'est malheureusement sur beaucoup de sujets comme ça, où on se rend compte que la sanction, si on voulait qu'il y ait moins de sanctions en France, eh bien lorsqu'elles doivent être prononcées, elles doivent être, à mon sens, beaucoup plus lourdes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à endiguer ce fléau, c'est parce qu'on ne met pas suffisamment les moyens, on n'a pas assez de volonté finalement de vouloir les endiguer?
Disons que ça manque d'une volonté politique comme sur beaucoup de sujets. Je ne vais pas, pointer du doigt systématiquement la justice en disant elle ne fait pas son travail. La justice, elle fait le travail avec les moyens qu'elle a. Et donc, si on lui donnait plus de moyens pour sanctionner, s'il y avait plus de possibilités pour faire comprendre à ces criminels qui ne doivent pas recommencer, je crois qu'on pourrait peut-être freiner. Évidemment, il y aura toujours des criminels sur le territoire, mais je pense qu'on pourrait freiner cette évolution. Quand je parle du refus d'obtempérer, où on en a 2 fois et demi plus qu'en 15 ans, c'est qu'il y a quand même un gros malaise, un gros problème dans notre société. Toutes les 20 minutes, vous avez un refus d'obtempérer en France. C'est incroyable, c'est insupportable. Pour revenir à ce qui s'est passé cette nuit, le suspect a finalement été arrêté. J'imagine qu'il est entendu en ce moment même par les forces de l'ordre. Juste en quelques mots, revenir sur la manière dont il a été interpellé cette nuit, parce qu'il avait pris la fuite. Voilà, il avait pris la fuite, il savait que de toute façon il ne pourrait pas échapper à la pression des policiers et des gendarmes, il ne pouvait pas circuler sans être interpellé. Donc il a, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, mais il a compris qu'il fallait qu'il se rende vers un service de police ou de gendarmerie. Il a été interpellé devant un service où il venait se constituer prisonnier. Mais c'est la moindre des choses. Ce qu'on va retenir surtout, c'est cette fuite lâche, cette action très lâche de sa part, en fonçant sur un policier. Et là, il va répondre de son acte et puis, bien sûr, traduit devant la justice. J'espère qu'il va être très, très, très lourdement sanctionné. Je précise que le gendarme qui a été abattu, qui a été tué hier, était un gendarme expérimenté du peloton autoroutier de Mandelieu-la-Napoule. C'était un homme âgé de 54 ans, marié et père de 2 enfants âgés de 12 et 16 ans. Merci à vous, Bruno Bartocchetti, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le responsable de la zone sud du syndicat de police Unité. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. 10h10 sur Sud Radio, un tout autre sujet. Maintenant, le coup de gueule d'une maire, celle de Pibrac, commune de moins de 10 000 habitants, située en Haute-Garonne, près de Toulouse. Bonjour Camille Pouponneau. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur Sud Radio et merci d'être avec nous ce matin, Madame la maire. C'est une élue en colère, j'ai envie de dire, que je reçois. Vous insurgez en l'occurrence contre les dépenses imprévues engendrées par les élections législatives anticipées, mois de juin, mois de juillet. Vous avez décidé d'interpeller directement le président de la République en lui envoyant une lettre, un courrier. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a décidé, Camille Pouponneau, écrire au chef de l'État ? Je suis pas en colère, j'aimerais juste participer à la prise de conscience des uns et des autres. La première de ces prises de conscience, c'est que quand on lance une grenade dégoupillée dans les pieds de quelques-uns, il y en a qui prennent les éclats, et en l'occurrence c'est nous, les communes, puisque on a dû de manière très opérationnelle organiser en 3 semaines ces élections. On sait faire, on n'a aucune difficulté à participer à la vie démocratique. Simplement, la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût, et en l'occurrence c'est les communes qui payent, alors que la loi dit que c'est l'État qui devrait payer ces frais. Comment vous expliquez cela ? C'est-à-dire que là, sur les dépenses engagées par la commune pour ces élections-là, l'État ne vous aide pas du tout ? Alors l'État va me rembourser, selon nos calculs, à peu près 1070 € quand l'organisation de ces élections nous a coûté plus de 18 000 €. Donc l'État va rembourser un 18e de la somme que nous avons dépensée. En soi, c'est pas tant un problème si ce même État nous répétait pas à longueur de journée que nous dépensons beaucoup trop d'argent, que nous sommes des gros dépensiers, qui ne savons pas gérer l'argent public, alors que nous sommes responsables seulement de 9% de la dette publique. Voilà, donc en fait, c'est pas tant les dépenses, c'est les mettre en parallèle avec ce qu'on nous reproche de mauvaise gestion des collectivités territoriales, alors qu'en fait, on supporte plein de charges qui ne sont pas normalement de notre fait. C'est-à-dire qu'on dit un petit peu que c'est les communes, les petites communes qui sont responsables de ce déficit, de ces déficits, quoi. On vous demande toujours plus de faire des économies. Exactement. On nous demande de faire des économies, on nous demande de maîtriser notre budget de fonctionnement, alors que c'est l'État, par ses décisions, qui aggrave notre budget de fonctionnement. Je pourrais vous donner un seul exemple. Quand le ministre décide d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires,
On y était favorable pour évidemment le pouvoir d'achat et la qualité de vie de nos agents, mais en attendant, c'est une décision qui est prise depuis Paris et qui a coûté 100 000 € à la commune. Et à la fin, on va m'expliquer que mes dépenses de fonctionnement explosent. Or, elles augmentent de fait de décisions nationales. C'est-à-dire que, selon vous, Paris n'a pas conscience finalement du quotidien d'une petite commune, d'une commune comme la vôtre. C'est ça le sentiment que vous avez, que vous n'êtes pas écouté, pas sondé, qu'on se fiche un petit peu de vous, quoi, pour le dire franco. On a l'impression, oui, d'avoir des élites un petit peu déconnectées sur un certain nombre de sujets, et je pense que ça se traduit d'ailleurs dans les urnes. Et donc tout à l'heure, vous avez dit en rigolant que vous ne m'appeliez pas pour avoir un nom pour l'Élysée, mais si je peux faire une petite suggestion quand même, ce serait bien que nous ayons quelqu'un qui connaît la réalité des collectivités territoriales et de ce que vivent nos concitoyens au quotidien et ce que permettent les collectivités territoriales, parce que je pense en effet que depuis quelques années, on a eu quand même des ministres un petit peu déconnectés. C'est-à-dire que vous souhaitez avoir des ministres, ou voir un Premier ministre qui soit issu des rangs des élus locaux, quoi, d'une certaine manière ? En tout cas, qui connaissent le quotidien des élus locaux et des collectivités. Bon, pour revenir au courrier, à la lettre que vous avez envoyée à Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui demandez symboliquement ? C'est finalement que l'État prenne en charge c'est un peu plus de 18 000 € dépensés par la commune pour organiser ces législatives anticipées ? Alors, je pense en effet, je rappelle que l'article 70 du Code électoral stipule bien que l'État doit prendre en charge les frais qui sont liés à l'organisation des élections. Donc l'État ne respecte pas la loi. Or, l'État sait nous rappeler, vous, moi, les concitoyens, quand on ne respecte pas la loi, donc ce serait bien que lui-même la respecte. Mais au-delà de ça, parce que ça c'est symbolique, je pense que nous n'aurons pas beaucoup d'argent en plus, je voudrais simplement dire au gouvernement qui arrive, voilà, travaillons ensemble. Les communes, c'est l'intendance quand il y a des décisions qui sont prises. Quand il y a eu le Covid, on a été aux côtés des concitoyens pour un certain nombre de choses, pour maintenir le lien social, trouver des solutions. On est dans le concret, on est l'intendance, on développe des politiques publiques, alors on est des partenaires et arrêtez de nous voir seulement comme une charge pour le budget de l'État, parce qu'on voit bien qu'en fait c'est un petit peu l'inverse qui se passe. En termes de dotations, les fameuses dotations de l'État, c'est quoi la réalité du côté de Pibrac, de votre commune ? La réalité, c'est qu'elles augmentent un petit peu, mais elles sont liées à l'augmentation de la population. Donc, quand la dotation augmente parce que la population augmente, ça veut dire aussi que vous avez besoin de plus de places dans les écoles, plus de places en crèche. Donc, en fait, concrètement, à service constant, nous n'avons pas eu d'augmentation des dotations. Et même, c'est ça qui m'inquiète, il est annoncé là un nouveau serrage de vis. Merci à vous, merci beaucoup Camille Pouponneau d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Vous êtes la maire de Pibrac, près de Toulouse, et je rappelle que vous avez donc écrit Emmanuel Macron pour l'interpeller sur les dépenses imprévues liées aux élections législatives anticipées. Allez, Sud Radio à 10h16.